Salut à tous, j'espère que ça va bien. Alors, on est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir dans les œuvres de Nietzsche. Et cette fois-ci, on va commencer à attaquer le chapitre sur la psychologie et le surhumain. Et aujourd'hui, on va voir la critique de la psychologie idéaliste faite par Nietzsche. Alors, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter pour me soutenir et faire de la visibilité. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma communauté sur mon site. Vous aurez des exercices de rhétorique et de philosophie exclusifs, gratuits. On pourra échanger ensemble dessus, toute la communauté et moi-même, je réponds activement. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. Cette année, on travaillera sur comment créer un manifeste. À savoir qu'un manifeste, en gros, c'est vraiment édifier les valeurs que vous voulez suivre dans votre vie, dans un écrit. Bref, commençons sur la critique de la psychologie idéaliste par Nietzsche. Alors avant toute chose, petite introduction pour ce chapitre. Il faut savoir que pour Nietzsche, on ne peut pas faire advenir le surhumain si on ne comprend pas ce qu'est la psychologie humaine. Et c'est d'une psychologie bien particulière dont on va avoir besoin pour cela, d'une psychologie qui serait maîtresse des autres sciences. Or pour Nietzsche, la psychologie humaine souffre d'être bâtie sur d'énormes erreurs. Des erreurs si grosses que Nietzsche n'hésite pas à dire ceci, je cite, « Avant moi, il n'y a pas eu de psychologie ». Fin de citation. Cette phrase, elle est lourde de conséquences, et afin de mieux comprendre comment la psychologie peut être un instrument afin de faire advenir le surhumain, il va nous falloir dans un premier temps comprendre ce que Nietzsche entend par le fait qu'il n'y avait pas de psychologie avant lui. Ou en tout cas que ce qui s'appelait psychologie avant lui n'en était pas vraiment. Et dans un second temps, on verra en fait la nouvelle psychologie qu'il tentera d'établir. Donc, critique de la psychologie idéaliste par Nietzsche. Si on veut comprendre un minimum la psychologie authentique de Nietzsche, il nous faut d'abord voir en quoi la psychologie traditionnelle est un échec. Je cite, « Toute la psychologie s'est arrêtée jusqu'à présent à des préjugés et à des craintes morales. Elle n'a pas osé s'aventurer dans les profondeurs. » Fin de citation. Il y a au moins deux grands problèmes énoncés par la psychologie traditionnelle comme vérité. Je dis deux grands problèmes, mais il y en a d'autres. En tout cas, on va rester attaché sur cela ici. Je prendrai le temps de développer les autres à l'écrit pour le livre que je prépare dessus. Donc le premier problème réside dans la croyance à un sujet, à un je unitaire, formant le tout de l'esprit. Le second problème, très important, réside dans la croyance en l'indépendance et en la supériorité de l'esprit sur le corps, qui est souverainement admise par la plupart des grands philosophes et penseurs. Et ça, Nietzsche le résume ainsi. Je cite, « Jadis, on voyait dans la conscience de l'homme, dans l'esprit, la preuve de son origine supérieure, de sa divinité. Pour rendre l'homme accompli, on lui conseillait de rentrer en lui-même ses sens à la manière de la tortue, de cesser tout commerce avec ce qui est terrestre, d'abandonner son enveloppe mortelle. Il ne restait alors de lui que l'essentiel, le pur esprit. Là-dessus, nous nous sommes ravisés. » Fin de citation. La psychologie idéaliste repose sur ce genre de préjugés. C'est pourquoi advient, selon Nietzsche, l'erreur cartésienne du cogito, car il tient sur ses préjugés. En effet, contrairement à ce que Descartes avance, le cogito n'est pas une certitude immédiate. Je cite, « Il faudrait enfin échapper à la magie fallacieuse des mots. » Fin de citation. De fait, ce sont bien les mots qui nous plongent ici dans l'erreur du « je pense donc je suis cartésien ». Car selon Nietzsche, ce « je pense » implique déjà plusieurs éléments tels que connaître ce que signifie penser, qu'il y ait un moi préexistant, pouvant le dire, que l'état dans lequel il se pose la question soit comparé avec d'autres états connus. De ce fait, le cogito n'a rien d'une évidence, rien d'immédiat, rien de spontané, car il doit exister quelque chose de déjà construit pour arriver à cela. Et il n'a rien de pur non plus dans son apparente immédiateté, car celle-ci n'est jamais neutre. En effet, nous le verrons plus tard, mais tout est toujours interprétation, et donc tout est toujours teinté d'une certaine couleur. En conséquence, faire réflexion sur soi-même, ou sur
quoi que ce soit d'autre ne sera jamais objectif ou neutre, mais toujours subjectif et teinté par nos inclinations. Même dans la logique ou les sciences, se disant rigoureuses, il n'y a encore une fois qu'autonomie apparente. Je cite, « Derrière la logique elle-même et derrière l'autonomie apparente de ces mouvements, il y a des évaluations de valeur ou, pour m'exprimer plus clairement, des exigences physiques qui doivent servir au maintien d'un genre de vie déterminé. » Fin de citation. De plus, l'erreur des psychologues idéalistes et autres philosophes traditionnels est de prendre pour acquis et connu notre monde intérieur en ne considérant que la conscience. Or, il faut comprendre selon Nietzsche que l'habituel n'est justement pas le mieux connu, au contraire. Tout ce que l'on prend pour acquis est mal connu. Nous pensons cela comme spontané, immédiat, mais il n'en est rien. Ce qui vient à la conscience est le résultat de quelque chose de bien plus complexe, et celle-ci est donc d'ores et déjà influencée par quelque chose qu'elle ne saisit même pas. C'est pourquoi Nietzsche dit « Le bien connu est l'habituel est ce qu'il y a de plus difficile à connaître, c'est-à-dire à voir comme problème, c'est-à-dire à voir comme étranger, éloigné, extérieur à nous. » Fin de citation. Cela permet aussi de mieux comprendre l'obscur passage de la généalogie de la morale lorsqu'il dit, je cite, « À notre égard, nous ne sommes pas des hommes de connaissance. » Fin de citation. Ce passage est à comprendre comme le fait que nous sommes fourvoyés sur nous-mêmes en pensant bien nous connaître, parce que justement c'était nous, alors qu'il fallait justement nous prendre pour étrangers si nous voulions nous analyser ou analyser l'être humain. À partir de la critique du cogito, Nietzsche remonte donc petit à petit vers les racines profondes des préjugés que sous-tend ce propos, ainsi que les propos des psychologues idéalistes, puisque la critique du cogito va lui permettre de l'utiliser comme exemple pour critiquer la psychologie idéaliste. Ainsi, en remontant les racines du cogito, il y trouve deux notions critiquables sur lesquelles repose le cogito. La première, c'est la causalité, tandis que la seconde, c'est l'unité. Selon Nietzsche, la définition du sujet unitaire est une conséquence de la notion de causalité. Causalité qui est intimement liée à la division faite par les traditionalistes entre la réalité en acte et la réalité que Nietzsche va nommer en agent. En effet, la division est tellement ancrée en nous qu'elle paraît normale autant au plus fin des scientifiques qu'au plus lambda des êtres humains. Ce que Nietzsche explique et dénonce ici. Je cite, « Il n'y a pas d'être derrière l'agir, la production des faits, le devenir, l'agent est purement et simplement ajouté de manière imaginative à l'agir. L'agir est tout. Fondamentalement, le peuple dédouble l'agir. Quand il fait luire la foudre, c'est un agir d'agir. Il pose le même événement d'abord comme cause et encore une fois ensuite comme effet. Les physiciens ne s'y prennent pas mieux quand ils disent « la force meut, la force cause ». Fin de citation. Afin de continuer à démontrer l'absurdité d'un sujet dont l'esprit serait supérieur au corps, Nietzsche s'attaque ensuite au sujet pleinement maître de ses représentations, ce qu'affirment sans condition la plupart des psychologues ou philosophes d'avant lui. Il dénonce cette absurdité à l'aide d'un exemple bien précis et en profite pour remettre un coup aux fondations du cogito lorsqu'il va dire, je cite, « c'est qu'une pensée ne vient que quand elle veut et non pas lorsqu'elle veut. » Je cite, « c'est qu'une pensée ne vient que quand elle veut et non pas lorsque je veux, de sorte que c'est une altération des faits de prétendre que le sujet je est la condition de l'attribut pense. » Fin de citation. En français, on a plusieurs expressions sur le sujet. Dans un langage plus ou moins soutenu, par exemple « l'idée m'a frappé », montre bien que c'est une force qui vient à nous sans que nous ayons forcément décidé, et pour Nietzsche, ce serait tout simplement sans que nous ne l'ayons décidé. De plus, même si j'empiète un peu sur la deuxième partie du chapitre ici, il faut savoir que pour Nietzsche, la conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg humain. C'est-à-dire qu'elle n'est que la partie visible d'une mécanique beaucoup plus vaste et complexe. Alors là, je vous renvoie au paragraphe 333 du livre 4 du Gai Savoir, dans la traduction de Patrick Voeteling que j'aime bien, qui vous permettra de comprendre ça un peu plus facilement.
C'est un passage assez long, donc là, je ne vais pas le lire. En tout cas, pour Nietzsche, et pour résumer un peu, notamment aussi ce paragraphe 333, il y aurait un jeu interpulsionnel chez l'humain, un souterrain de l'infraconscient, comme même l'appelait Voetlin pour distinguer la théorie de l'infraconscient, donc un peu de l'inconscient de Nietzsche, par rapport aux théories de l'inconscient freudienne et ce qui suivra dans la continuité de la psychologie freudienne. Donc pour Nietzsche, il y aurait un jeu interpulsionnel chez l'humain, un souterrain de l'infraconscient, où se jaugent et se confrontent les pulsions jusqu'à arriver à une entente et une collaboration, qu'importe la pulsion victorieuse, les autres ne sont pas supprimées, elles sont dominées par la plus puissante et ainsi hiérarchisées. En conséquence, lorsqu'une pulsion sort victorieuse, elle apparaît et donne la conscience, qui n'est alors que le résultat d'un long conflit, la surface de grande profondeur. Voilà pourquoi il nous faut repartir sur des bases solides avec Nietzsche, sans quoi le surhumain ne restera qu'un rêve. Et pour cela, Nietzsche nous appelle très fortement à naviguer par-delà la morale, car celle-ci a, je cite, faussé, a envahi de son essence tout ce qui est psychologie, jusqu'à formuler ce non-sens que l'amour est quelque chose de non égoïste. Fin de citation. C'est-à-dire qu'elle a tout travesti, jusque dans les bases de la psychologie, elle lui en a fait perdre son but. La morale a donc détruit la psychologie et en a fait la psychologie idéaliste que nous connaissons tous. Pourtant, c'est toujours un instinct qui dirige l'action morale, quand bien même celle-ci croit nier tout instinct en faisant l'apologie de la raison. En effet, Nietzsche dit, je cite, « La foi de tout temps, par exemple chez Luther, n'a jamais été qu'un manteau, un prétexte, un rideau derrière lequel les instincts jouaient leur jeu. » Fin de citation. Or, cet instinct dominant chez les religieux, Nietzsche le diagnostique comme néfaste et dangereux pour la vie. Je cite encore, « Vu de haut, ce fait étrange entre tous d'une religion, non seulement fondée sur des erreurs, mais inventive et même géniale, rien qu'en erreur nuisible, rien qu'en erreur qui empoisonne la vie et le cœur. » Fin de citation. C'est pour ça qu'il nous faut dépasser la morale afin de naviguer avec la vie et non contre la vie. Puisque, encore une fois, la psychologie résultant de la morale n'est qu'erreur d'interprétation selon Nietzsche. Ce que vous pouvez retrouver dans le paragraphe 47, je crois, du livre 3 de Par-delà bien et mal. Donc, la critique de la psychologie idéaliste ainsi que de la morale permet à Nietzsche d'en dénoncer les erreurs, les plus grandes en tout cas, les préjugés les plus profondément ancrés et les affres les plus fortement refoulés de l'humain. La nécessité d'une psychologie plus forte, plus droite et plus authentique se fait alors sentir. Donc, la psychologie nouvelle de Nietzsche est en fait une psychophysiologie, imprégnée de philologie, comme nous l'a montré le paragraphe 47, partie 3 de Par-delà bien et mal. Apprendre non pas au sens d'une science, mais celui d'un langage métaphorique. Nietzsche cherche tout au long de ses œuvres à établir un nouveau langage. On va justifier tout de suite ce propos en disant que, personnellement, je pense que Nietzsche est un auteur qui se sert de métaphores pour nous dévoiler ce qu'il veut nous apprendre, mais aussi parce que ce qu'il cherche doit être dit, selon lui, en suivant un certain rythme. Un certain rythme, donc une certaine musique et des sonorités organiques. Ce que j'entends par là, c'est que Nietzsche veut parler au corps et non au lecteur. Lorsqu'il travaille ses aphorismes, il essaye de voir les effets que peuvent avoir ces aphorismes sur le lecteur, sur son corps en tout cas. Donc les effets que produisent son texte et non pas une potentielle vérité ou érudition. Là, on cherche vraiment un effet corporel. De plus, ça lui permet de passer outre les pièges du langage, pièges qui, je le rappelle, tous les idéalistes, selon lui, ont plongé à l'unisson. D'où il s'ensuit que pour Nietzsche, je cite, « communiquer un état d'âme, une tension intérieure, une émotion par des signes, y compris l'allure de ces signes, voilà le sens de toute espèce de style. Tout style est bon qui communique véritablement un état d'âme, qui ne se méprend pas sur l'allure des signes, sur les gestes, l'art du grand rythme. » Fin de citation. Cette psychophysiologie, c'est la nature de l'humain
enfin décryptée. Après la mort de Dieu, Nietzsche peut recentrer, replacer l'humain sur son corps, qu'il cesse enfin de le nier ou de le voir comme tombeau de l'âme, pour citer Platon. Pour Nietzsche, une véritable psychophysiologie a pour but de, je cite, lutter contre les résistances inconscientes dans le cœur du savant, elle a le cœur contre elle. Fin de citation. Et un psychologue authentique ne pourra l'être et faire redevenir la psychologie comme, je cite, la voie qui mène aux problèmes fondamentaux, fin de citation, que lorsqu'il aura abandonné toute morale afin de pouvoir s'enfoncer dans les profondeurs de la machine humaine. Et celui-ci devra alors faire preuve d'ingéniosité et d'innovation. Alors il y a chez Nietzsche un primat de la psychologie. Celle-ci traverse d'ailleurs toute son œuvre et je n'aurai de cesse d'y faire référence aussi tout au long du sujet. Cette psychologie, comme je l'ai dit, n'est pas n'importe quelle psychologie. Ce n'est certainement pas celle des idéalistes et encore moins celle des moralistes. Pour Nietzsche, ce dont on a besoin, c'est d'une psychologie très particulière, psychologie qui n'est pas encore. Elle est en cours de création, elle est naissante. Et Nietzsche va être celui qui offre la graine, mais celle-ci ne sera pas encore germée à proprement parler. Alors quelle est donc cette psychologie authentique, celle qui mènerait aux problèmes fondamentaux ? Comment peut-elle régler les problèmes de valeur et de santé humaine ? Eh bien c'est avant tout une méthode purificatrice des mauvais instincts. Pour Nietzsche, la conscience, je l'ai déjà dit, n'est que le résultat, la surface de quelque chose de beaucoup plus complexe et souterrain. Vous avez ce passage très important d'Ainsi parla Zarathustra. Je cite, « C'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que tourne le monde, il tourne de manière invisible. » Fin de citation. Et donc ce passage très important révélera tout son sens lorsque j'aurai fini de développer. Alors maintenant, tentons de mieux comprendre, de mieux connaître ce qu'est la psychophysiologie. Celle-ci est basée en grande partie sur la volonté de puissance. Au paragraphe 36 de Par-delà bien et mal, Nietzsche fait l'hypothèse de la volonté de puissance. Celle-ci se trouverait être la force même de la vie, l'agir même de toute chose, aussi primitive qu'évoluée soit-elle, elle est l'élan vital. En ce sens, on peut dire que ce que cherche aussi à montrer Nietzsche, c'est que le corps humain n'est qu'un cas parmi d'autres de l'expression de la volonté de puissance. Il est la forme humaine de la volonté de puissance. Une interprétation particulière de celle-ci, on va y revenir plus en détail très rapidement. Nietzsche décrit l'affect comme un état du corps. Ces affects seraient alors des états du corps qui sont interprétés. Il ajoute même que les pulsions sont des interprétations psychologiques de la physiologie, donc du corps. Ce qui montre une fois de plus le caractère premier du corps sur l'esprit. J'insiste bien sur le fait que c'est un caractère premier et non un primat. En effet, pour Nietzsche, ce qu'on appelle affect permet de rendre notre état physiologique pensable, mais ça ne veut en rien dire qu'il est notre état physiologique. Pour comprendre cette psychophysiologie, il nous faut donc d'abord comprendre la place qu'accorde Nietzsche au corps. Il dénonce autant la compréhension physiologique le précédent que la psychologie idéaliste, car elle aussi est teintée de morale. Elle est donc elle aussi falsifiée. Nietzsche ne s'amuse pas à renverser le statut du corps et de l'esprit pour choquer ou faire différemment des autres. Il le replace tout simplement là où ils doivent être. Le corps n'est pas quelque chose de simple, c'est une machine complexe et les grands esprits n'ont pas su ou n'ont pas voulu le voir. Soit par oisiveté, soit par peur, soit par incompréhension. Pour Nietzsche, le corps est une collectivité d'instances infraconscientes, d'instincts, de pulsions, d'affect, de passion. En bref, une communauté d'affectivité. Il le définit comme, je cite, « une collectivité d'âmes nombreuses ». Fin de citation. Et la principale erreur de ce soi-disant primat de l'esprit sur le corps provient de la notion d'être, car l'être est une fiction. Le corps est une réalité. En conséquence, les recherches et les discours ontologiques nous ont piégés dans une gigantesque toile d'illusion d'où il est alors très difficile de s'échapper. L'esprit était, et est toujours en partie, utilisé comme un symptôme de la décadence, si nous le voyons comme les psychologues idéalistes, car, je cite, « on a enseigné à mépriser les tout premiers instincts de la vie,
On a imaginé par le mensonge l'existence d'une âme, d'un esprit, pour faire périr le corps. » Fin de citation. Ce que d'ailleurs le paragraphe 39 d'Aurore dénonce aussi. Je vous laisse aller le lire. Donc pour Nietzsche, il faut revaloriser le corps, j'irais même jusqu'à dire revitaliser le corps, et comme ça, l'esprit lui aussi pourra l'être et se rendre utile pour la vie. L'esprit, c'est une petite raison pour Nietzsche, tandis que le corps, c'est la grande raison. Et donc, l'esprit, ce petit outil dans cette grande machine, eh ben, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle en a, ou qu'il en a si on parle de l'esprit. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer sa puissance, évidemment, du fait qu'il est justement un résultat, qu'il soit accident ou non. En effet, la physiologie, tout comme la psychologie, refaites à neuf, ne sont pas autosuffisantes chez Nietzsche. Il démontre le besoin de lier les deux lectures du corps pour tenter de le comprendre. Donc on a besoin de la physiologie et de la psychologie qui donnent toutes les deux des interprétations du corps et permettent de découvrir une nouvelle manière de considérer celui-ci. C'est pourquoi Nietzsche, lorsqu'il parle des pulsions au paragraphe 119 d'Aurore, utilise un vocabulaire très physiologique. Il va parler de faim, de soif, de nutrition, d'être assoiffé, d'aliments, etc. La psychologie, elle, permet de donner quelques noms aux instincts les plus voyants. Et qu'est-ce que le corps ? C'est un assemblage particulier des instances infraconscientes dont les relations sont hiérarchisées. En effet, Nietzsche dit, je cite, « Notre corps n'est qu'une collectivité d'âmes nombreuses ». On a donc bel et bien un combat interpulsionnel et la pulsion victorieuse sera vue comme la volonté qui commande, c'est-à-dire l'instinct dominant. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le corps retrouve sa juste valeur par l'utilisation du langage physiologique. Et le langage psychologique permet quant à lui, à Nietzsche, de contester la suprématie de la conscience ou esprit. De plus, cette revalorisation du corps permet celle de l'affect, car il est dorénavant la racine de tout comportement humain, et le penser n'est plus qu'une dérivation de celui-ci. La raison se voit alors retirer sa couronne, puisque l'affect devient constitutif de la pensée. L'affectivité se voit ainsi octroyer un certain primat. Pour revenir quelque peu sur ce qu'on vient de dire, la psychologie permet de mettre en lumière qu'il existe de l'infraconscient, et qu'ainsi, la conscience n'est qu'une pièce parmi d'autres dans la machine complexe qu'est l'humain. Ça, on l'a dit. La conscience est alors à prendre comme objet de surface, bien moins complexe et bien moins riche que le souterrain nommé infraconscient. La nouvelle psychologie étant développée, Nietzsche peut démontrer qu'elle est le résultat d'une chaîne hiérarchique. Et par résultat, Nietzsche entend un essai de l'organisme. Elle résulte d'une victoire d'instances de l'infraconscient qui sont devenues perceptibles. Alors s'il y a pour Nietzsche un primat de l'affectivité, le psychologue est celui qui doit se rendre capable de trouver l'origine des comportements humains qu'il étudie. Or, cela ne se fait qu'en remontant à l'origine des affects qui guident tel ou tel comportement. Les pensées sont ainsi le signe d'un combat entre les affects et non d'un combat entre la raison et les affects, puisque la raison est le produit des affects. Le psychologue de Nietzsche a dorénavant une lourde tâche. Qu'est-ce que la psychologie nouvelle, cette psychophysiologie utilisée par Nietzsche ? C'est l'étude des instances infraconscientes ainsi que des échanges relationnels qui y règnent dans le sous-sol de l'infraconscient. Cette étude permet de mettre en lumière les agissements de la conscience rendus possibles par ce vaste champ de guerre interpulsionnelle. Car même la plus théorique des pensées est liée à une pulsion. Toute pensée aussi fine et pure d'apparence soit-elle est liée à un instinct qui est ressorti victorieux du souterrain et s'exprime à la surface. Encore une fois, je cite, « Nous ne prenons habituellement connaissance que du résultat de la lutte, tant le fonctionnement de cette antique mécanique est aujourd'hui rapide et caché. » Fin de citation. Pour le redire autrement, la pensée, plus précisément le flux de pensée que nous avons, est le résultat d'une perpétuelle guerre entre les instincts. La psychophysiologie est donc basée sur la théorie de la volonté de puissance nietzschéenne. La volonté de puissance, c'est quelque chose de dynamique, de mouvant. Comme on l'a vu, ce n'est pas une volonté au sens traditionnel du terme, à savoir la faculté humaine de choisir, comme on peut le retrouver
notamment dans les confessions de saint Augustin. La volonté au sens de Nietzsche est une puissance en devenir qui veut continuellement croître, s'intensifier, s'étendre. C'est elle qui s'empare de telle ou telle manière des événements, les interprète de telle ou telle manière aussi. L'objectif de cette psychophysiologie est alors l'étude des différentes manifestations de la volonté de puissance. Un autre point doit être éclairci. Lorsqu'on parle d'interprétation ici, ce n'est pas la manière d'un archéologue en mettant au jour quelque chose de déjà existant. Chez Nietzsche, une interprétation, c'est donner un sens, un certain point de vue, qui nous est imposé par la volonté de puissance, par nos instincts profonds. En fin de compte, interpréter chez Nietzsche, c'est le fait qu'une instance souterraine cherche à dominer ou domine les autres instances. Or, tout instinct cherche à dominer, comme je l'ai dit auparavant, c'est une guerre d'instinct. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que toute instance, tout instinct, si on en préfère le terme, a pour fondement, pour base, pour racine profonde et première, la volonté de puissance. Puis celle-ci se diversifie, se complexifie, au fur et à mesure qu'elle réussit à accroître sa puissance. Tout ceci ne signifie pas une anarchie souterraine, évidemment, bien au contraire, les échanges interpulsionnels sont hiérarchisés et la lutte de celle-ci n'exclut ni la cohabitation ni la collaboration. On peut s'apercevoir aussi au regard du paragraphe 12, section 2 de la généalogie de la morale, ainsi qu'à la fin du paragraphe 11, le précédent, que les relations entre les instincts semblent être principalement de trois types. Ceci démontre que chaque instinct est réellement comme une petite âme. Premièrement, un instinct peut faire émaner quelque chose de lui, un ordre par exemple. Deuxièmement, il peut transmettre son ordre ou celui d'un autre. Troisièmement, il peut exécuter son ordre ou celui d'un autre. Ainsi, partir de la volonté de puissance permet d'expliquer la vie organique et la bonne entente des instincts entre eux. Certaines conciliations permettent la survie de l'ensemble et l'accroissement de la puissance. Chacun ayant une utilité, des fonctions spécialisées naissent de la complexification des instincts et cela donne une plante, un animal, l'animal humain, etc. Donc ça nous oblige à totalement réviser toutes nos croyances sur le vivant, notamment celle de l'évolution chez Darwin. Le psychologue sera donc aussi biologiste. Et je précise pour Darwin parce que la volonté de puissance nietzschéenne n'est pas l'évolutionnisme de Darwin. J'ai déjà vu pas mal de vidéos passer sur ça et je trouve personnellement que c'est un contresens. En tout cas que c'est une grossière erreur. Peut-être que je me trompe aussi, mais je ne le vois pas du tout de cette manière-là. Donc la mise en commun de la physiologie et de la psychologie, mais aussi de la philologie, puisqu'il nomme souvent le corps comme étant un texte, à déchiffrer en tout cas, sont alors les trois grandes armatures de la méthode de décryptage du corps en tant que texte originel. Et cette remise en place du corps permet aussi une remise en place de l'humain. Il n'est plus le fruit du divin ou le sommet de l'évolution, il est au même titre qu'une plante, qu'un animal, soumis à la volonté de puissance. La méthode généalogique que Nietzsche utilisera n'est rien d'autre que le décryptage psychophysiologique des interprétations avec une grande rigueur philologique. Donc sur la psychologie authentique et le surhumain. Celui qui aspire à peu de sommets et de montagnes doit se débarrasser de la morale et des préjugés, mais aussi et surtout, il doit se débarrasser du réflexe métaphysique. Le réflexe métaphysique, c'est le fait d'adoucir la réalité ou de retourner de nouveau dans un endroit connu ou un arrière-monde. Ce qui empêche le philosophe de réellement philosopher selon Nietzsche. C'est pourquoi il dit, je cite, « Un stade certes très élevé de formation est atteint lorsque l'homme parvient à surmonter les concepts et les peurs de nature superstitieuse et religieuse et, par exemple, cesse de croire aux chers petits anges ou au péché originel, et qu'il a aussi désappris de parler du salut des âmes. S'il est à ce stade de libération, il lui faut encore, par la plus haute tension de sa réflexion, surmonter la métaphysique. » Fin de citation. Et vous trouvez ça dans Humain trop humain, à la section 1. En effet, il est temps d'en finir avec les mauvaises interprétations
et les tromperies de l'imagination. Il est temps de comprendre les symptômes maladifs de l'humain, de ce qu'il a bâti et de l'en guérir. Il évitera ainsi de prendre des visions et autres mysticismes pour du divin, et les traitera comme elles doivent être traitées, des états morbides et maladifs. La psychologie authentique se doit donc, en vue du surhumain, de trouver quels instincts sont en faveur de la vie, en faveur de la puissance, afin de les favoriser, et quels instincts dénigrent la vie, sont en faveur d'un appauvrissement de celle-ci, afin de les éviter. La question la plus importante sera alors celle de la valeur de la vie apportée selon tel ou tel instinct. Ce qui me fait penser à ceci de Bergson, afin d'appuyer un peu ce propos. Je cite: L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. Fin de citation. La citation, elle est tirée des deux sources de la morale et de la religion. Et moi, je l'ai trouvée dans Bergson, un recueil dirigé par Camille Ruquier, et dans la contribution de Nicolas Rousseau, dans Le sens du surhumain chez Bergson et Nietzsche. C'est aux éditions Serre 2012. Bref, la psychophysiologie est la méthode par excellence pour purifier les pulsions travesties et les adoucissements de la réalité. Avec elle, Nietzsche montre que les valeurs défendues ne sont que des interprétations et non pas des vérités absolues, immuables ou encore éternelles. Cette méthode lui permet de montrer que les interprétations de surface, présentes à la conscience, sont tirées d'interprétations plus originaires et de la volonté de puissance. L'exemple le plus complet de cette méthode se trouve dans la généalogie de la morale, lorsque Nietzsche déconstruit la morale en profondeur et montre la pourriture qui a pris sur ses racines. En effet, pour Nietzsche, je cite, « Toute philosophie cache aussi une philosophie, toute opinion est aussi une retraite, toute parole un masque. » Fin de citation. Ça signifie que toute interprétation est un masque. Or, Nietzsche veut dévoiler ce qu'il y a en dessous des masques afin d'y dénoncer les interprétations travesties ou d'y annoncer les interprétations favorables à la vie. Dit autrement, ce que Nietzsche cherche à faire, c'est de savoir si l'interprétation et son origine sont pour la croissance et la santé ou si elles sont pour la décroissance et la mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nomme Nietzsche le philosophe de la santé. Les interprétations qui doivent avoir le plus de valeur à nos yeux pour Nietzsche sont celles en adéquation avec la volonté de puissance. Mais si Nietzsche met sur un piédestal les passions, ce n'est pas non plus pour les voir se déchaîner, bien au contraire. Le déferlement des passions n'est pas viable pour la vie, c'est pourquoi quelque chose doit être fait afin de modérer les instincts bruts, comme c'est le cas par exemple pour le plaisir sexuel. On ne veut pas non plus l'abstinence, mais la modération. Il existe pour Nietzsche 6 méthodes afin de combattre une pulsion et d'en modérer son flux. Mais une seule nous intéresse ici. Le mode de manifestation des instincts qui nous intéresse pour le surhumain, c'est ce que Nietzsche appelle la spiritualisation, car c'est l'instrument qui permet au mieux de se dominer soi-même. Il me semble que cette manifestation a un rapport avec tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et de la raison, car la raison est le résultat non pas de l'abolition des passions, mais de leur affinement. De plus, il faut comprendre que la spiritualisation ne supprime pas un instinct. C'est le même instinct qui est simplement transformé ou envoyé vers une nouvelle voie. En effet, Nietzsche dit, je cite, « Entre les bonnes et les mauvaises actions, il n'y a pas de différence de genre, mais tout au plus de degré. » Fin de citation. De plus, comprendre cela permet de se mettre en voie vers le surhumain, puisque, je cite, « Comprendre ceci peut provoquer de profondes souffrances, mais il y a par la suite une consolation. De telles douleurs sont des douleurs d'enfantement. Chez ces hommes qui sont aptes à cette tristesse, qu'il y en aura peu, se réalise la première tentative indiquant si l'humanité peut se changer d'humanité morale en humanité sage. » Fin de citation. Ces hommes dont parle Nietzsche sont très certainement des esprits libres, les hommes qui devront se charger de faire advenir le surhumain. Ce qu'on verra quand je parlerai du chapitre sur la politique et le surhumain. Alors pour ne prendre qu'un exemple, le plaisir sexuel. Il se retrouve fortement spiritualisé chez l'être humain, de sorte que, je cite, « le degré et la nature de la sexualité chez l'homme atteignent le plus haut sommet de son esprit. » Fin de citation. La spiritualisation, selon Patrick Voeteling, qui est un commentateur reconnu de Nietzsche, je cite,
n'est pas la négation de l'instinct, mais son affinement, son expression sous une forme atténuée. La recherche de la spiritualisation ne consiste pas à étouffer la violence d'un instinct ou d'un affect, mais à modérer sa puissance en déplaçant son point d'application. Fin de citation. Alors ça, ce passage-là, vous le retrouvez dans La pensée du sous-sol de votre ligne, qui est aux éditions Alia. Bref, on comprend alors que Nietzsche ne veut pas de passions déchaînées, mais des passions modérées, et que le surhumain est celui qui est capable de cet affinement, de cette spiritualisation, qui n'est autre que la parfaite maîtrise de soi. Bien entendu, maîtriser ses affects ne veut pas dire surhumain. Il y a une bonne et une mauvaise utilisation de la spiritualisation. Il suffit de voir, selon Nietzsche, la morale chrétienne. C'est pourquoi la psychophysiologie est d'un grand secours pour faire advenir le surhumain. Pour reprendre l'exemple de la sexualité, elle peut être spiritualisée d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Il suffit, selon Nietzsche encore, de voir l'amour chrétien, qui énonce de façon ironique que ceux-ci n'ont même pas vu que leur amour n'était que de la sexualité spiritualisée, eux qui ont condamné le corps alors que c'est de celui-ci qu'ils tiennent leur propre valeur. En effet, grâce à la méthode généalogique de la psychophysiologie, Nietzsche dénonce l'amour chrétien comme étant un désir de nouvelles propriétés. Pour lui, le véritable amour s'apparenterait plus à de l'amour-amitié. Ainsi, le problème de la spiritualisation et de l'avenir incertain du surhumain semble tenir du fait que jusqu'à présent, personne, ou peu de personnes, n'a pris la peine de se demander comment on pouvait spiritualiser, embellir, affiner, oserais-je même aller jusqu'à dire diviniser un instinct. Au contraire, jusqu'alors, nous ne tentions que de les détruire. Ce qu'affirme Nietzsche lorsqu'il dit, je cite, « Le remède, la castration et l'extirpation est employé instinctivement dans la lutte contre le désir par ceux qui sont trop faibles de volonté, trop dégénérés, pour pouvoir imposer une mesure à ce désir. Par ces natures qui ont besoin de la trappe pour parler en image et sans image, d'une définitive déclaration de guerre, d'un abîme entre eux et la passion. » Fin de citation. En conséquence, un instinct spiritualisé, comme on vient de le montrer avec l'exemple du plaisir sexuel, peut l'être sous différentes formes et différentes voies. Mais comme nous n'avons jamais cherché qu'à détruire les passions et non pas à en comprendre le secret mécanisme, nous n'avons pas vu que nous avions transfiguré tel ou tel instinct de la pire des manières possibles, et qu'une ou plusieurs autres voies sont possibles, des voies plus nobles, plus fortes, plus en adéquation avec la vie. Or, c'est ce genre d'affinement dont le surhumain a besoin, et c'est donc ce qu'il faudra chercher si nous voulons le faire advenir. Le surhumain doit donc posséder et affiner des valeurs en adéquation avec la volonté de puissance. Pour cela, il doit spiritualiser ses affects afin de ne pas y succomber. Ça signifie qu'il doit les maîtriser avec rigueur et fermeté et qu'il doit leur offrir une nouvelle voie pour se décharger au besoin. Bien entendu, les affects qu'il privilégie ne sont toujours que la victoire d'un affect sur d'autres. La maîtrise de soi passe par l'affinement des instincts, et autre chose encore, la force de la volonté sera plus ou moins grande selon qu'on arrive ou non à vivre en se dispensant de donner du sens aux choses, en refusant tout réflexe métaphysique. Le surhumain devra donc être celui dont la puissance est assez grande pour pouvoir se passer de tout adoucissement de la réalité. Alors est-ce certain? Est-ce qu'il n'y a pas besoin quand même d'un peu d'art? On pourrait y réfléchir et j'y réfléchirai plus en détail à l'écrit dans mon livre. Donc le surhumain, comme on le comprend à présent, doit être un certain type d'homme et non pas un homme évolué au sens biologique. C'est un homme que l'on doit vouloir faire advenir. Et cet homme devra avoir la grande santé, c'est-à-dire dire oui à la vie. Tout le paragraphe 4 de l'Antéchrist nous le fait comprendre. Je cite, « Le problème que je pose ainsi n'est pas de savoir ce qui doit remplacer l'humanité dans la suite des êtres, l'homme est un terme, mais quel type d'homme on doit dresser, on doit vouloir comme type d'une valeur plus élevée, plus digne de vivre, plus sûr d'un avenir. Ce type d'une valeur plus élevée s'est déjà assez souvent présenté, mais comme un heureux hasard, comme une exception, jamais comme résultat d'une volonté. » Fin de citation. Pour Nietzsche, le but de tout ceci est donc de faire advenir le surhumain. C'est un projet humain pour humain,
afin de donner la grande santé à un grand nombre d'humains et que celle-ci ne soit plus le simple fruit du hasard. Mais aussi de faire cesser la dégénérescence humaine. Bien sûr, encore faut-il pouvoir mettre tout ceci en place et que les humains le veulent. Celui-ci, redisons-le, doit être un maître de domination de soi-même. C'est pourquoi il trouve que ce qu'il y a de plus beau dans un génie, dans un homme supérieur, c'est, je cite, le spectacle de la force qu'un génie emploie, non à des œuvres, mais lui-même comme œuvre. Fin de citation. En effet, je cite encore, et la vie elle-même m'a dit ce secret. Vois, dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. Fin de citation. Un autre facteur du surhumain est que celui-ci doit avoir une forte richesse souterraine. Il faut être riche en opposition pour être fécond. Celui qui a le plus d'opposition, selon Nietzsche, c'est-à-dire une vaste plaine d'instincts, et qui les maîtrise, sera des plus puissants et des plus en adéquation avec la vie. Donc afin de faire advenir le surhumain grâce à la psychophysiologie, il faut pousser l'humain à s'enquérir de la grande santé. Qu'est-ce donc que la grande santé ? C'est l'expression de la volonté de puissance. Un homme se retrouvant en état de grande santé ne peut être qu'un surhumain, puisqu'il sera alors l'expression même de la volonté de puissance, et donc de la vie, dans sa manifestation humaine. Pour Nietzsche, la vie qui est volonté de puissance doit être la valeur suprême pour l'humain. Au diable le souverain bien aristotélicien, la vie est ce qui doit primer. Cette grande santé, c'est donc un état d'augmentation ininterrompue de la volonté de puissance. À savoir que celle-ci n'exclut en rien la douleur et la maladie. En effet, je cite, « À l'école de guerre de la vie, ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. » Fin de citation. C'est pourquoi un César Borgia ou un Napoléon ou un Léonard de Vinci peuvent être cités comme surhumains par Nietzsche. La grande santé ne veut pas dire la grande prudence. Au contraire, il faut savoir risquer. Et ce n'est qu'avec cette grande santé, qui accepte même la maladie, que peut advenir le surhumain. Aussi, selon la théorie de la volonté de puissance, l'interprète a de l'existence comme devenir perpétuel et affect, mais il n'a pas d'être à proprement parler. Il peut être vu comme un processus, et en cela, on pourrait le rapprocher de Bergson lorsqu'il dit qu'il n'y a que de l'instable, et que c'est l'homme qui se crée du stable, car il échoue à se représenter la réalité comme instabilité continuelle du fait du statut que possède sa raison. En conséquence, Nietzsche dit que l'agir est tout. Pour résumer, la psychologie idéaliste n'est que le symptôme de la dégénérescence de l'humain en tant qu'il dénigre la vie. Il vient d'un instinct travesti et corrompu, souillé lors de sa spiritualisation. Toute la psychologie idéaliste et ce qui va avec la philosophie traditionnelle, la morale, n'est que le signe de la décadence humaine. C'est pourquoi Nietzsche élabore la méthode de la généalogie au travers de la psychophysiologie, qui se veut être l'étude des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire des instincts et de leurs relations entre eux, ainsi que de leurs moyens de manifestation au regard de la théorie de la volonté de puissance. À partir de ces réflexions, on pourra ainsi juger si telle ou telle valeur, tel ou tel instinct, telle ou telle voie, prise par instinct, doit être favorisée, puisque il ou elle serait pour la vie, ou défavorisée, puisque il ou elle serait contre la vie. La compréhension de tout ceci et la mise en pratique permettra de parvenir à ce que Nietzsche appelle la grande santé, et qui est le propre même de la volonté de puissance et donc le propre même du surhumain. Des études plus approfondies des valeurs à l'avenir permettront donc de mieux cerner ce que pourrait être le type surhumain, ce qu'il peut être et ce qu'il doit être. Plus ces recherches seront approfondies, plus le surhumain sera approché. Il n'est pas sûr que ce soit actuellement le cas. On a vu en quoi la métaphore de la psychophysiologie pouvait aider l'arrivée d'un type surhumain, ainsi que, dans une certaine mesure, la psychologie du caractère surhumain, à savoir un monstre de domination. En bref, le fait de retrouver les instincts cachés derrière telle ou telle pensée, c'est permettre de sortir du cercle vicieux qui est la reproduction des schémas de nos ancêtres. En fin de compte, la psychophysiologie n'est autre que l'instrument permettant à l'humain de se redonner une perspective d'avenir. Il nous faut à présent réfléchir sur cette mise en pratique du surhumain, au travers de la métaphore de la politique. Donc la prochaine fois, on commencera le chapitre sur le lien entre la politique et le surhumain. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir tous les liens dans ma description. Encore une fois, vous avez pas mal de contenu sur mon site, des formations, des cours, des e-books, une communauté dans laquelle je vous donne des exercices une fois par semaine et on peut faire un retour, hein, on peut échanger en commentaire sur le post de l'exercice. Donc ça, c'est très bien si vous voulez vous entraîner à gagner en compétences réflexives et rhétoriques, donc sur l'art de la pensée et l'art de la parole. On s'entraîne beaucoup, je donne beaucoup d'exercices. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. Encore une fois, elle est sur comment écrire son propre manifeste, donc comment trouver les valeurs qui dirigent votre vie et être cohérent finalement. Et puis après, si vous voulez gagner un peu d'autonomie, là pour le coup financière, pareil, je vous invite à regarder mes liens d'affiliation. Vous avez mon courtier notamment de Giro. Si vous passez par mon lien, vous avez, me semble-t-il, 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui est une bonne manière de commencer dans l'investissement en bourse. Et puis après, vous avez aussi un lien vers GoMining si vous voulez miner un peu de Bitcoin et devenir justement le plus indépendant possible financièrement. N'hésitez pas à aller voir tous mes liens d'affiliation d'ailleurs sur mon site. Il y en a utilitaires comme ça, mais il y en a aussi sur la santé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!